Les auteurs d'agressions à caractère sexuel ou d'autres types de violences donc ont toujours la tendance à mettre la faute sur la femme qu'elle a provoquée d'une certaine façon. Et donc déconstruire les raisons de l'utilisation de violence, ça reste une partie très importante dans une analyse, un accompagnement individuel aussi. Et personnellement, j'aime beaucoup cette explication ici, que ça vient d'un psychiatre canadien, et où nous, féministes, on a rajouté la huitième raison, donc la pornographie. Je vous explique un peu ce modèle, parce qu'elle est vraiment assez complète par rapport aux justifications des hommes des violences, et ce qui peut donc tout à fait déculpabiliser et déresponsabiliser les femmes dans les situations de violence. En fait, c'est une théorie qui a été établie en travaillant avec des auteurs de violence, et quand on leur avait dit « mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête quand vous avez passé l'acte de violence ?» Ce qui revenait toujours, c'était le pouvoir patriarcal, qu'on vit dans une société où la violence, ou la menace de violence, a toujours été un mécanisme pour établir une hiérarchie. On analyse aussi par rapport aux privilèges. Quand on croit qu'en tant qu'homme, on a droit au rapport sexuel quand on veut, bien sûr, on n'est pas content quand notre partenaire dit non. Et que quand on croit que c'est vraiment un privilège, on se sent dans le droit aussi de réagir. Donc je ne vais pas vous parler de différents P, mais aussi, quand même aussi encore la permission implicite ou explicite d'exercer une violence. Et quand il y a quand il y a des coutumes locales, des lois, des non-applications des lois, certaines pratiques où on croit que c'est normal d'imposer son contrôle, oui, il y a plus rapidement des passages à l'acte. Et la pornographie, si la première éducation sexuelle d'un jeune homme est la pornographie, effectivement, il va apprendre que le consentement, une femme dit non, mais en fait, elle veut dire oui, et que c'est quelque chose basé sur la domination. Et donc, il y a donc plus vite une justification d'un passage à l'acte violent. Donc, dans l'analyse féministe, donc, très important, examiner, évaluer les différentes souffrances, de voir ce qu'il faut faire peut-être immédiatement, parce que les besoins sont différents les heures qui suivent une violence, et surtout une violence sexuelle, où il faut peut-être avoir accès aux pilules de lendemain, des traitements contre des IST. Il faut pouvoir évaluer la dangerosité de la situation, parce qu'il faut peut-être tout de suite réagir, que si la femme risque d'être réattaquée, réviolentée, il faut mettre des mesures en place. Donc il faut bien connaître les autres partenaires. Oui. Je tiens aussi à souligner l'importance de continuer à se former en tant que professionnel, et de se former aussi donc via des échanges avec d'autres pratiques dans le nord et le sud, et d'être au courant de ce qui a marché pour les femmes et ce qui n'a pas marché.
Et je vous invite vraiment de retrouver sur Internet, parce que malheureusement ça n'existe plus en version papier, donc de retrouver les actes d'une rencontre féministe sur Femmes et Santé, une rencontre internationale qui existe depuis 40 ans, mais dont il y a 5 ans, il y a eu une rencontre à Bruxelles, où vraiment, à travers d'une analyse sur les violences et la santé des femmes dans le Nord et le Sud, des échanges de pratiques d'empowerment et de savoir comment les intégrer aux actions politiques. C'est vraiment quelque chose qui peut être très formatif. Et aussi, vous l'avez vu tout à l'heure sur à la table, que les coupoles, les associations féministes ont fait il y a quelques années une très belle analyse des manquements dans la prise en charge des victimes sexuelles et que ceci est une réponse des mouvements féministes à ces manquements. Et on se rend compte que les intervenants individuels, qu'on est un peu comme aussi toutes les femmes qui nous rencontrons, hein, on est aussi isolés, hein, on a aussi peur de l'ampleur et des conséquences de violences sexuelles et on est mal informés, comme les femmes qui nous consultent. Et donc cette publication est une belle réponse des mouvements féministes. Et maintenant, pour terminer, je reviens au dernier élément, donc l'autocuidado, l'empowerment du professionnel. Il ne faut pas oublier que, donc, avec les statistiques en tête, qu'il y a autant de femmes qui sont victimes de violences, donc c'est très normal aussi que nous, en tant qu'intervenantes, on a peut-être aussi une histoire par rapport à la violence. Et donc, c'est important de bien connaître les différentes conséquences, les signes, etc. Donc, on doit d'abord pouvoir se former. On doit aussi travailler en réseau. Hein. On ne doit pas se considérer que nous, comme la sauveteur de la personne qu'on a en face de nous. Non, on est un élément vers un meilleur être, espérons-le. Et quand on se rend compte qu'on ne sait plus prendre de la distance et qu'après la journée de travail, qu'on est tout le temps encore en train de réfléchir, hein, il y a peut-être des mesures en train de mettre en place. Et donc je pense à des choses très simples, hein, d'avoir des endroits informels autour de la cafetière, dans son boulot, à des moments pour se défouler. Avoir des réunions d'équipe, s'il le faut, des supervisions individuelles, s'il le faut, des rituels pour marquer la fin de sa journée, qu'on se change de vêtements, qu'on change de boucle d'oreille, je ne sais pas, mais qu'on se dit, mais la journée est terminée. Et là aussi, je voudrais faire de la pub pour une très belle publication qui peut nous aider en tant qu'intervenante militante dans la relation individuelle. À quoi sert une révolution si on ne peut pas danser? Il est très important d'être militante, active, féministe, mais aussi de pouvoir mettre des limites. Aussi, nous, on ne doit pas oublier qu'on doit s'occuper de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katinka. C'est vrai qu'on oublie souvent de penser à nous. Merci de nous le rappeler.